Louvain-la-Neuve, terre des étudiants. C'est ici que tout commence lors de ma bac 3 en histoire. J'ai eu le plaisir de travailler sur un sujet fort intéressant, une source littéraire sur la campagne de François Ier en 1515, retraçant son parcours de Paris jusqu'à Marignan. C'est ainsi qu'est née l'origine de mon projet Grand Tour. Ce voyage s'est donc construit comme un fil à travers toute cette période, de la fin du XVe au XVIe siècle. De Milan à Rome, de Florence à Naples, un parcours pensé à travers la Renaissance et ses conflits qui ont façonné l'Italie. Mais faute de temps, ce que vous allez voir ici n'en est qu'un aperçu. Les grandes étapes, les moments marquants, car un tel voyage ne se raconte jamais entièrement. Rome, au temps des guerres d'Italie. La ville éternelle n'est pas seulement un joyau artistique, elle est un enjeu stratégique. Roi de France et empereur du Saint-Empire convoite la péninsule, et Rome, cœur spirituel de la chrétienté, devient un symbole de pouvoir. En 1527, le terrible sac de la ville par les troupes impériales marque les esprits. Pillage, violence, chaos, la Renaissance vacille. Dans ce tumulte, le pape trouve refuge dans l'imposant Castel Sant'Angelo, ancienne tombe d'empereur devenue forteresse, reliée par un passage secret au Vatican, centre névralgique d'une autorité spirituelle qui déplace les frontières et pèse sur toute l'Europe. Et puis, il y a la Rome que j'ai vécue. Je m'y suis rendu en plein jubilé, une expérience saisissante, des pèlerins venus du monde entier, des drapeaux, des chants, des files immenses devant les basiliques. On entend 1000 langues différentes sur quelques mètres à peine. Rome redevenait plus que jamais la capitale universelle. Il faisait 35 degrés chaque jour, une chaleur dense, presque écrasante, qui ralentissait les pas et rendait chaque visite plus intense. Ce que je garde en mémoire, ce sont les pierres brûlantes sous le soleil, la silhouette du Castel Sant'Angelo au-dessus du Tibre, la foule du Jubilé, et cette sensation unique d'évoluer dans une ville où chaque mur raconte un siècle. Rome ne se visite pas, elle se traverse, elle s'éprouve, et elle donne toujours envie d'y revenir. En route pour une toute autre destination, Naples. Lorsque Charles VIII revendique le royaume de Naples en 1494, il ouvre la longue séquence des guerres d'Italie. Derrière cette prétention dynastique se cache un enjeu immense. Contrôler Naples, c'est tenir le sud de la péninsule, dominer une partie de la Méditerranée et s'assurer une puissance stratégique majeure. Capitale fastueuse, elle affirme alors son rang par l'art, l'architecture et ses collections, accumulant palais et églises pour afficher sa puissance. Et pourtant, mon regard fut plus contrasté. La ville m'a semblé sale, souvent en travaux, parfois désordonnée. Mais il faut être honnête, les plages, elles, sont magnifiques. La mer, la lumière, la côte face au Vésuve offrent une beauté saisissante. Cette cité retrouve une forme d'évidence, presque d'apaisement, loin du tumulte urbain. Une ville clivante qui ne laisse jamais indifférent. Maintenant, direction la plus belle cité. Au temps des guerres d'Italie, Florence avance avec prudence dans un échiquier dominé par la France et l'Empire. République fragile, stratégiquement située, elle subit pression et alliances, tandis que la puissante famille Médicis impose son empreinte. Banquier devenu prince, diplomate redoutable, mécène incomparable, les Médicis transforment l'influence en art et l'art en pouvoir. Et puis, il y a eu ce sentiment très particulier d'y revenir. Quelques mois auparavant, je l'avais découverte et déjà tout m'avait frappé par sa beauté. En y retournant, j'avais peur que la magie se soit un peu dissipée. Mais non. Le soleil baignait les façades, la musique des rues accompagnait les pas et tout semblait à sa place. Cette harmonie simple, presque naturelle, qui donne l'impression que chaque détail participe à l'ensemble. Il suffit d'y entrer à nouveau pour comprendre. C'est le genre d'endroit où l'on peut très facilement retomber amoureux à chaque visite.
Venise, la sérénissime République, une puissance maritime, commerciale, diplomatique qui traverse les siècles avec une habileté presque insolente. Au temps des guerres d'Italie, elle n'est pas un simple spectateur. En 1495, elle lutte contre Charles VIII. En 1508, elle devient la cible de la redoutable Ligue de Cambrai. Venise survit, négocie, manœuvre et conserve l'essentiel, son indépendance. Car son génie réside dans son fonctionnement unique. Une république oligarchique, dirigée par un doge élu à vie, mais encadrée par un système institutionnel d'une redoutable complexité. Grand Conseil, Sénat, Conseil des 10. Ici, le pouvoir n'est pas héréditaire, il est collectif, contrôlé, presque théâtral. Une mécanique politique fascinante qui permet à la République de durer plus d'un millénaire. Et puis, il y a la splendeur. La basilique Saint-Marc, joyeux byzantin posé comme un écrin d'or sur la place. Coupole orientale, mosaïque étincelante, richesse presque irréelle. Et au-dessus de son portail, les fameux chevaux rapportés de Constantinople, après la 4e croisade de 1204, menée par le plus grand des doges, Enrico Dandolo. À quelques pas, le palais des doges déploie sa dentelle de pierre, somptueux, élégant, à la fois siège du pouvoir et vitrine de la République. C'est là que se décidait le destin de la Sérénissime. Venise est sublime. Il y aller relevait du rêve, voir de mes yeux la grandeur de la République vénitienne, ressentir cette puissance raffinée posée sur l'eau, et je l'avoue, j'aurais adoré, ne serait-ce qu'un instant, être doge. Brescia, surnommée la Lionne d'Italie pour son courage et sa résistance au fil des siècles, la cité lombarde porte dans ses pierres une mémoire farouche. Au cœur des guerres d'Italie, elle est le théâtre d'un épisode tragique. En 1512, les troupes françaises reprennent la ville aux Vénitiens, dans un assaut d'une violence extrême. Le sac de Brescia marque durablement les esprits et illustre la brutalité de ces conflits, où chaque place forte compte. Dominant la ville, son château rappelle ce rôle stratégique. De ses remparts, on comprend immédiatement l'enjeu. Contrôler cette cité, c'était verrouiller un passage essentiel entre Milan et la Vénétie. Et puis, il y a mon expérience. La montée tranquille vers la forteresse et au sommet, cette vue panoramique, magnifique. Les toits, les collines, l'horizon lombard qui s'ouvre largement. La ville était presque vide de touristes. Silencieuse, paisible, une atmosphère douce et agréable, loin de l'agitation des grandes destinations italiennes. La Lionne d'Italie a rugi dans l'histoire. Aujourd'hui, elle accueille avec calme et une élégance discrète. Pavie, un nom qui reste gravé dans l'histoire. 24 février 1525, la bataille de Pavie. L'affrontement décisif des guerres d'Italie. Les troupes de François Ier sont écrasées par celles de Charles Quint. Le roi de France est capturé. Un événement retentissant qui marque le recul durable des ambitions françaises dans la péninsule. Avant ces conflits, Pavie était le siège prestigieux de la famille Visconti. Pendant les guerres d'Italie, le duché de Milan passe sous l'autorité des familles Sforza. La ville se trouve ainsi au cœur du pouvoir lombard, entre héritage dynastique et ambition européenne. Le château Visconti de Pavie témoigne de cette grandeur. Ses salles sont vastes, élégantes, presque solennelles. On y ressent encore l'empreinte des ducs. Une exposition numérique qui célébrait les 500 ans de la bataille, projection immersive, reconstitution animée, cartographie interactive. Une façon moderne de raconter le fracas du XVIe siècle. Mais une fois encore, les tapisseries que je cherchais n'y étaient pas. Toujours cette quête inachevée. Puis, je me suis rendu sur le champ de bataille. Et là, plus rien. Il ne restait aucune trace de cet événement du passé. Des maisons, des routes, des espaces ordinaires, la vie a repris le dessus. C'est saisissant d'imaginer qu'ici, même des milliers d'hommes se sont affrontés. Aujourd'hui, le quotidien a effacé le tumulte. Pavie rappelle que les grandes tragédies façonnent l'histoire, mais que le temps, lui, finit toujours par adoucir les cicatrices. Lyon. Avant même que les armées ne franchissent les Alpes, c'est ici que tout commence.
Lyon n'est pas un champ de bataille des guerres d'Italie, elle en est la porte d'entrée. Carrefour commercial majeur, ville prospère tournée vers l'Italie par ses foires et ses banquiers, elle devient au début du XVIe siècle le point de rassemblement des troupes françaises. En 1515, un jeune roi de 20 ans, François Ier, y prépare sa première grande campagne. C'est à Lyon que se concentrent les forces, que s'organise la logistique, que s'affirme l'ambition. Lyon est ainsi, moins spectaculaire que les cités italiennes, mais essentielle. Elle reste le seuil, le point de départ, le lieu où l'ambition française regarde vers la Renaissance italienne. Avant le fracas des armes, il y a toujours un moment suspendu. Et en 1515, ce moment s'est joué à Lyon. Ainsi s'achève cette aventure. Plus de 20 jours à suivre les traces des guerres d'Italie, de Lyon à la Lombardie, de Florence à Venise, de Rome à Naples, à traquer dans la pierre, dans les musées, dans les paysages, les échos d'un conflit qui ont façonné l'Europe moderne. La chaleur était là, la fatigue aussi, les kilomètres, les montées vers les châteaux et les journées entières à chercher une œuvre dans des musées. Mais c'est peut-être dans cet effort que l'on comprend le mieux l'histoire. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont soutenu dans cette aventure. Merci à la Bourse Grand Tour et aux mécènes qui rendent ces projets possibles. Merci à notre faculté d'organiser et d'encourager ces expériences qui dépassent largement le cadre académique. Le voyage forge la jeunesse, il ouvre l'esprit, il confronte au réel, il apprend la nuance, la complexité et l'effort. Et dans les temps qui courent, nous en avons plus que jamais besoin.